Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Schwartz. Équipe de réalisation Frédéric Quéroux, Philippe Carminati, Éric Villenfin et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa. Une émission de Jean Birnbaum. On entreprend tout de suite, dès les premiers contacts, de donner en effet cette impression d'une appartenance à une organisation qui ne date pas d'hier, qui n'est pas apparue, qui n'a pas surgi comme ça tout d'un coup. Par exemple, je me souviens très bien qu'à la différence des organisations qui étaient nées du creuset de mai 68, l'OCI enseignait que justement elle ne datait pas de la crise de 68, qu'elle avait des racines beaucoup plus profondes dans une histoire qui remontait à Trotsky, à la bataille au sein de la SFIO, puis ensuite à la bataille dans la résistance ou à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'histoire qui tient de la légende et du mythe, et qui assure de façon essentielle la cohésion de cette organisation. C'est un rapport à l'organisation qui est tout à fait différent. En effet, ça c'est très important, jamais la Ligue n'a cherché à former, je me souviens très bien de la formation que j'avais reçue en comité rouge, elle n'a jamais cherché à former d'emblée comme ça les gens qui venaient à la Ligue, les jeunes recrues, à partir d'un enseignement concernant l'histoire de la Ligue, pris comme ça, comme un tout, isolé, à travers quelques personnalités qui auraient marqué comme ça la continuité, qui auraient assuré la continuité. C'est vrai que c'est une différence qui est tout à fait remarquable. Secrétaire national de l'actuel Parti des travailleurs, Daniel Gluckstein a lui aussi commencé par militer à la LCR, où il a pu côtoyer l'une des grandes figures de la 4e internationale, Ernest Mandel, dit Germain. Il est aujourd'hui un proche de Pierre Lambert. Daniel Gluckstein. Notre courant n'est pas né de Pierre Lambert. Pierre Lambert, oui, a joué et joue un rôle important dans l'histoire de notre mouvement, parce que à un moment décisif, ce courant peut-être aurait pu disparaître. Il a joué un rôle important dans le fait que ce courant ne disparaisse pas et surmonte, les menaces qui pesaient sur lui. Mais il a été et il est un maillon de la continuité. Et vous observez cette importance qu'a pour nous l'histoire, bien sûr, parce que si vous regardez la situation dans laquelle la classe ouvrière est aujourd'hui, c'est le produit de l'histoire. Pourquoi est-ce que nous, non seulement ça ne nous dérange pas, mais on s'attache à que pourquoi d'autres ne le font pas ? Eh bien, pour une raison qui, elle, est politique. C'est que nous pouvons, et ça, non seulement ça ne nous gêne pas, mais c'est comme ça que nous formons notre organisation, nous pouvons rendre compte de notre histoire. Notre histoire d'ensemble, notre histoire particulière, avec y compris ce que nous considérons comme des erreurs, des faiblesses, des problèmes. Et comme par ailleurs, il se trouve que nous estimons, par avoir notre point de vue, que fondamentalement, la ligne générale de ce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Mais disons que la ligne générale, elle a été vérifiée par les événements, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça qu'on republie régulièrement dans notre revue La Vérité, on publie des textes très anciens, délibérément, pour permettre aux militants de vérifier est-ce que ça reste valable ou pas valable. Et on ne fait pas de sélection particulière. Et donc c'est parce qu'on a cette démarche vis-à-vis de l'histoire de notre courant qu'on peut aussi avoir cette démarche individuelle vis-à-vis de sa propre histoire. Moi, ça ne me dérange pas de vous expliquer pourquoi et dans quelles conditions j'ai commencé à militer à la JCR, comme Pierre Lambert pour vous expliquer qu'il a commencé à militer aux Jeunesses communistes. Donc voilà pourquoi nous pouvons le faire, et voilà sans doute pourquoi les autres dont vous parlez ne le font pas, parce qu'à ce moment-là, il y aurait des ruptures de continuité. Par exemple, vous parlez d'Ernest Mandel. Ernest Mandel, c'est lui qui a écrit la polémique contre Pablo en 1950-51. C'est lui qui a écrit les fameuses thèses du camarade Germain contre Pablo, que j'ai lu, qui était une parfaite argumentation de la nature anti-trotskiste du pablisme. Sauf que juste après, il a capitulé. Eh bien, je vous raconte une anecdote, peut-être que vous la connaissez, peut-être pas. En 1976... Mandel, 75, Mandel était encore vivant et alerte. Moi, je le côtoyais, j'étais membre du comité central de la LCR à l'époque, donc je le côtoyais souvent. Eh bien, l'OCI a publié, 25 ans après, les fameuses thèses du camarade Germain, 1950-1951. Et quand nous les citions dans la LCR, eh bien, le camarade Mandel, dit Germain, était extrêmement gêné. Parce qu'il n'aimait pas qu'on lui rappelle ce qu'il avait écrit 25 ans avant. Et pourquoi il n'aimait pas qu'on le lui rappelle ? Parce qu'il n'était pas capable de rendre compte politiquement sur pourquoi il avait changé d'avis. Donc c'est bien un problème de son courant politique. Nous n'avons pas ce problème.
Nous pouvons par exemple publier, nous avons écrit, c'est quelque chose qui est connu, on a eu à un moment donné sur la question de la révolution algérienne, une position sur le peuple classe sur laquelle on a estimé qu'elle était fausse. Eh bien, aujourd'hui encore, nous éduquons nos jeunes militants en leur disant voilà ce que nous racontions en 1959-1960, voilà pourquoi notre avis c'était faux. C'est la seule manière d'apprendre de ses propres erreurs. On apprend plus d'ailleurs de ses propres erreurs que des choses qu'on a réalisées positivement. Nous essayons de mettre à profit nos propres erreurs, donc nous pouvons parler de notre passé. Entré en politique au moment de la guerre du Vietnam, Benjamin Stora a également milité à l'OCI jusqu'en 1986. Benjamin Stora. La particularité qu'avait l'OCI, à la différence de la Ligue dans les années 70, c'est qu'on avait énormément de références mémorielles de personnages vivants qui avaient été dans la section française de la 4e internationale et qui étaient avec nous, qui étaient au milieu de nous et qu'on rencontrait tous les jours. Bien sûr, il y avait Pierre Lambert, ça c'était normal, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait par exemple d'autres personnages extraordinaires qui avaient traversé l'histoire de la 4e internationale. Il y avait Daniel Renard, qui était un ouvrier, qui était une espèce d'ouvrier mythique, de la grève Renault de 47, etc., qui était au bureau politique du PCI, puis de l'OCI, donc c'était un personnage énorme. Gérard Bloch, qui était un personnage énorme, qui avait été à la fois dans les camps de concentration nazis, trotskiste pendant la Seconde Guerre mondiale, qui en avait réchappé, et qui était un intellectuel connaissant parfaitement Marx en allemand, et qui nous introduisait dans la lecture de ses textes. Stéphane Juste, qui avait été lui aussi un militant de la 4e internationale dès la Seconde Guerre mondiale, et qui a joué un très grand rôle dans la commission ouvrière de l'OCI, du PCI, dans ces années-là. Donc il y avait ça, il y avait Pierre Brouet, qui était historien, qui était déjà très connu, et qui avait lui aussi une longue histoire derrière lui de la 4e internationale. L'OCI n'a jamais été traversé par le jeunisme, par le culte des jeunes révolutionnaires. C'est pas vrai. Il y avait au contraire une espèce de référence perpétuelle à la mémoire historique du trotskisme. Surtout s'inscrire dans une continuité mémorielle. C'était fondamental. C'est pas un hasard si moi-même je suis devenu historien peut-être par la suite, mais il y avait cette espèce de recherche perpétuelle, cette quête perpétuelle de l'histoire longue. C'était nous la continuité historique de la 4e internationale. Alors, il y en avait moins la Ligue, et la direction était beaucoup plus jeune. C'est-à-dire c'était Krivine, Ben Saïd Weber, qui étaient les équivalents en termes de direction française de Lambert, de Bloch et de Brouet. Quand on était jeune militant en 1970, j'avais donc 20 ans. C'est vrai que quand on regardait les deux directions politiques, il y en avait une qui nous paraissait légitime par l'histoire. C'est-à-dire qui était inscrite dans une histoire. On arrivait dans un meeting à la Mutualité, à la tribune, Pierre Lambert, Stéphane Juste, Pierre Brouet, Gérard Bloch. Ça nous faisait, disons, rentrer dans la grande histoire. On sentait passer le souffle des anciens, le souffle de la Révolution d'octobre, le souffle du Front populaire, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais quand on arrivait dans un meeting de la Ligue communiste, on avait le sentiment d'une inscription dans une histoire récente, c'est-à-dire la Révolution cubaine, les années 60, les guérillas en Amérique latine, la lutte antifranquiste en Espagne, bien sûr la guerre du Vietnam. Issu de la rencontre entre un petit noyau de vétérans trotskistes, d'une part, et quelques centaines de jeunes intellectuels en rupture de banc avec le Parti communiste, d'autre part, la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, ancêtre de l'actuel LCR, entretient effectivement un rapport beaucoup plus distancié à l'impératif de filiation historique. Alain Krivine, ancien dirigeant des Jeunesses communistes et cofondateur de la JCR en 1966. Moi, je pense c'est une des caractéristiques, effectivement, des courants qui se réclament du trotskisme, de faire sans arrêt allusion au passé, surtout aux textes du passé, aux attitudes du passé. Moi, je vois aujourd'hui, on en reparlera sûrement, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à Le Pen au 2e tour, et hop, toutes les générations trotskistes ont ressorti les textes sur le front unique, les textes des années 30, etc., pour être sûr qu'on est dans Là encore, moi, ce comportement, c'est pas le mien. Je veux dire, bien sûr qu'il faut utiliser l'acquis théorique, mais aucune situation se ressemble. Je pense que ceux qui privilégient l'utilisation des textes passés et parfois sacrés pour eux, c'est souvent lié un peu à un esprit de secte.
c'est-à-dire de faire rentrer la réalité actuelle dans des réalités passées, et puis de voir ce que le grand homme a dit par rapport à ça. Il y en a d'autres aussi, moi je crois que c'est le cas du Parti des travailleurs, qui apparaissent à l'extérieur souvent comme extrêmement orthodoxes, les plus orthodoxes, mais ça cache souvent une pratique qui est complètement différente, totalement opportuniste et qui n'a rien à voir. Donc la référence là, c'est un peu un alibi. La référence au passé, c'est un peu un alibi. Moi, ça n'a jamais été tellement ma tasse de thé. Je veux dire, si on ne tombait pas dans la secte, c'est-à-dire la théorisation triomphaliste de son état marginal, ça a été du coup la réaction inverse, c'est se plonger dans le mouvement de masse, justement pour corriger le côté totalement minoritaire, et même à très peu d'essayer d'influencer. Et c'est en ce sens que moi je sépare le mouvement trotskiste en deux parties, c'est-à-dire ceux qui ont glissé vers la déviation secte et ceux qui sont devenus mouvementistes au maximum. Et ça a été les épisodes entristes, mais pas seulement. Ça a été le fait que, à très peu, parfois et même souvent, des individus, des militants trotskistes ont joué un rôle extrêmement important dans le mouvement social et dans le mouvement de masse. D'où on a acquis une expérience de savoir-faire. Et alors là, on peut prendre pas seulement, le mouvement des sans-papiers, le mouvement antifasciste, le mouvement de solidarité avec les peuples coloniaux. Là, il y a tout un savoir-faire, une pratique politique, pas seulement en termes pragmatiques, dans le mouvement social, qui explique pourquoi, par exemple, aujourd'hui, même peu nombreux, les militants, disons, trotskistes, sont souvent comme des poissons dans l'eau, et du coup ont une influence qui est disproportionnée par rapport à la taille en termes d'effectifs. Moi j'étais un activiste au vrai sens du terme quand j'étais aux Jeunesses communistes et au PC. Moi ce qui m'intéressait déjà à l'époque, c'était l'organisation des manifestations, des meetings, des machins. Quand je suis rentré dans le PCI, donc la section française de la 81 de l'époque, il y avait toujours cet activisme. Bien sûr, il y avait les lectures que j'ai commencé à faire, la tradition, l'attitude des trotskistes dans toutes les étapes de leur lutte contre le stalinisme. Mais je veux dire, ça n'a jamais été pour moi la chose la plus importante. Lui aussi, ancien militant de l'Union des étudiants communistes, Daniel Bensaïd a fait partie du premier cercle fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire. Daniel Bensaïd. Quand on parle de la transmission de mémoire, par exemple, dans le courant lambertiste, ou dans d'autres courants d'ailleurs, ça serait très discutable, parce que c'est une mémoire identitaire, je dirais, donc qui est très fonctionnelle par rapport à l'idée de créer, et même de manière un petit peu artificielle, une continuité de groupe, etc. Nous, on ne s'est pas constitué là-dessus. Probablement d'ailleurs parce que dans ce courant-là, il y avait une forte discontinuité organisationnelle. C'est une des caractéristiques finalement, c'est que une série d'expériences où les dirigeants n'ont pas été les mêmes et où finalement la continuité est en pointillé à travers une succession d'expériences. Mais oui, ça explique l'originalité et probablement d'ailleurs la plus grande disponibilité de la JCR devant les événements de 68. Peut-être qu'on aurait eu un souci de responsabilité, d'orthodoxie, de tradition plus forte. Probablement qu'on se serait interrogé davantage sur l'engagement dans des expériences comme celle du 22 mars à Nanterre ou comme sur les barricades de la rue Gay-Lussac. Toute chose qui, avec un recul, une certaine maturité, n'aurait pas été évidente. Là, il y avait cette part d'improvisation et d'expérimentation qui a créé parfois d'ailleurs des tensions entre nous, à la veille même d'ailleurs des événements de 68. Nous, je crois que notre mémoire était moins une mémoire spécifiquement trotskiste, il y en avait une, mais dans mon cas, je ne veux pas généraliser, mais on se pensait surtout comme un rameau du mouvement communiste. Probablement aussi que ça a à voir avec l'épisode de plus d'une dizaine d'années tout de même de l'entrisme aussi, qui fait que ça s'est défini comme une culture critique et d'opposition, mais dans le cadre d'un parti qui était plus vaste. On est, comme dirait l'autre, on est toujours un peu sur la frontière, oui, avec la valise en carton du trotskisme à charrier sur la frontière, mais de l'autre main, il y a autre chose à porter aussi. Continuité sédimentée, continuité en pointillé, certes, mais continuité quand même. Incarné jusqu'au bout par la présence tutélaire de ce pionnier aussi inflexible que discret que fut Pierre Franck, disparu en 1984. Alain Krivine.
Je pense, alors ça c'est une déduction que je fais, qu'il y a dû y avoir parmi tous ceux qui ont travaillé avec Trotsky un phénomène de mimétisme. Moi j'ai connu ça au PC chez les staliniens, de mimétisme des chefs, depuis l'utilisation de la cigarette en passant par... mais alors chez les trotskistes aussi, bien sûr, ça a dû exister. D'autant plus que la personnalité de Trotsky était certainement plus reluisante que celle de Marchais. Et les quelques personnages que j'ai côtoyés, qui ont travaillé avec Trotsky, c'est très curieux si on regarde des gens comme Naville. Moi j'en ai connu très peu. J'ai connu Naville, j'ai connu beaucoup Pierre Franck. J'ai connu un peu Hansen, l'Américain, qui était son garde du corps, et puis quelques autres. Et je retrouve des comportements à peu près identiques, et je me dis, il va y avoir Trotsky derrière. Les horaires absolument stricts, arriver le matin à 8h ou à 9h, pas de minute de retard, la régularité des réunions, aujourd'hui à la Ligue, la régularité des réunions, les ordres du jour préparés, la propreté des locaux, le fait que s'il y a une tache sur un tract, c'est inadmissible, parce que c'est une insulte pour les gens qui nous lisent. Alors en plus, quand on est tout à fait minoritaire, mais je sais que Pierre Franck était là-dessus terrible. En même temps, une timidité démente sur la vie personnelle, qu'on cachait, mais une timidité qui cachait aussi une sacrée sensibilité. T'entends, quand Pierre Franck faisait quelques allusions personnelles, et ça pouvait lui arriver d'avoir les larmes aux yeux, mais ça durait une seconde. Mais il faut voir que le militantisme, quand on est 150 et qu'on prend des coups sur la tête partout, comme il disait toujours, il disait, faut avoir une peau d'éléphant, faut que tu aies une peau d'éléphant. C'était une vie en même temps d'un pauvre, parce que Franck, jamais il posait des problèmes de fric, il avait toujours le même costume, il n'y avait pas un rond, mais on n'en parlait pas. C'est une forme d'héroïsme pour ces gens qui ont tenu la maison contre vents et marées. Moi, la première image de Pierre Franck, c'est j'arrive dans le local de la 4e internationale, Parti communiste internationaliste, section française de la 4e internationale. Je trouve un appart de 2 pièces avec un permanent et demi là-dedans. J'arrive, tout ému, parce qu'on m'avait dit, les trotskistes qui m'avaient entraîné là-dedans m'avaient dit, tu vas voir, moi j'étais jeune communiste, tu vas voir le compagnon de Trotsky, etc. Donc d'un seul coup, il y avait toute l'histoire dans ma tête qui en 24 heures s'était coagulé, et j'étais vachement ému. Je disais, je vois le compagnon de Trotsky quand même si quelques mois avant, je pensais que c'était un fasciste, le Trotsky en question, mais l'évolution s'est faite. Et quand j'arrive devant Pierre Franck, et je sais que c'était fait exprès, il arrive, alors on me présente, mais il savait que je venais, bien sûr, parce que j'étais quand même dirigeant des JC, c'est pas pour me vanter, mais c'était un apport, quand même, pour la petite section de la 4e internationale. Immédiatement, il me tend un balai, et il me dit, tu peux pas nous donner un coup de main, il y a encore 2 salles à nettoyer. Et j'ai balayé, quoi. Tout ça était... Mais je veux dire, ça choque ou ça choque pas, mais c'était ça les méthodes. Si ça choquait pas, on était mûrs pour continuer. Pierre Lambert pour le Parti des Travailleurs, Pierre Franck pour la LCR, 2 figures historiques qui assurent le relais entre ces courants et la génération héroïque des années 30. Lutte ouvrière, de son côté, pleure depuis 50 ans son grand ancêtre disparu. David Corner, dit Barta, fondateur de l'Union communiste pendant la guerre, a en effet cessé de militer dès le début des années 50. Si bien que les dirigeants de lutte ouvrière, qui ont refondé leur propre groupe en se réclamant de cet héritage, ont dû faire leur deuil d'une continuité à jamais rompue. D'où la réticence de ces dirigeants à évoquer une histoire dont ils se sentent orphelins. Michel Rodinson, membre du comité exécutif de lutte ouvrière. L'histoire propre de notre courant, c'est un petit courant qui n'a pas énormément d'histoires à raconter, et en tout cas, et malheureusement, je crois que l'histoire du mouvement trotskiste, pas seulement de nous, mais c'est la petite histoire. Je ne veux pas faire de polémique avec le courant lambertiste, mais je crois qu'ils ont tendance à confondre leur histoire et l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est un tort. Parce que, je ne veux pas dire que leur propre histoire n'est pas intéressante, mais il faut la relativiser. Quand il s'agit d'un courant qui n'a pas d'influence réelle sur les masses, c'est intéressant, mais c'est pas ça le plus important quand même. Et c'est pour ça, je crois, que nous, lorsque on essaye de formuler nos idées, lorsqu'on essaye de former ou d'éduquer nos militants, en général, on insiste plus sur l'histoire politique, l'histoire avec un grand H, que sur notre petite histoire à nous. Arlette Laguillet, membre du comité exécutif de lutte ouvrière.
Le seul qui avait l'expérience, une certaine expérience, c'était effectivement Bartha. Hein. Les autres, malheureusement, ils disparaissent. Ceux de la guerre, c'est Pierre Bois, c'est le camarade Hardy, c'est ces camarades-là. Bois est décédé. C'est ces camarades qui ont, malgré la défection de Bartha, qui ont fait le lien avec moi, puis d'autres, puis les jeunes aujourd'hui. On est aussi des militants qui, malgré les divergences qu'on a pu avoir avec les deux morceaux de la 4e internationale, on a été quand même élevés et éduqués dans l'idée que c'était aussi notre histoire, même si on avait des désaccords, hein, et que des camarades comme Franck, comme Lambert, ils ont permis aussi une filiation en France, comme Bartha l'a fait. Mais bon, donc tout ça, c'est notre... c'est notre histoire commune, mais c'est vrai que il y a quand même des écrits de notre organisation pendant la guerre. Il n'y a pas de lien humain. Les liens humains... Si, les liens humains, j'ai dit, c'était d'abord Bartha, bien sûr. Qui a déserté. Oui, qui a déserté. D'autres ont repris finalement les idées de Bartha, y compris les idées sur l'organisation, tout un tas de choses. Hein. Donc notre histoire, c'est d'avoir essayé de s'implanter dans la classe ouvrière, d'y être en partie arrivé. Moi, je pourrais vous parler de la grève du Crédit Lyonnais, bien sûr, parce qu'elle a duré 2 mois, la grève des banques, et que finalement, là aussi, c'est là où l'expérience des autres sert, parce que je me suis finalement inspirée de ce qu'avaient fait Pierre Bois et ses camarades en 1947, des comités de grève. Bon, voilà, notre histoire, elle s'est écrite comme ça. François Dubure, membre du comité exécutif de Lutte ouvrière. Bartha, donc, c'était le principal dirigeant du groupe qui était né en 42-43 et jusqu'aux années 50. Et puis, dans les années 50, le groupe a éclaté. Là, c'est en dessous à la fois sur des problèmes personnels, même Bartha a théorisé la chose sur la classe ouvrière a rejeté la greffe révolutionnaire. Et donc, en gros... il n'y a plus rien à faire, je me retire sous ma tente. Bartha, il nous était présenté comme un militant de très grande valeur, et la grève Renault de 47, c'était Pierre Bois à l'intérieur de l'entreprise. C'était la direction politique de Bartha. C'est Bartha qui était celui qui voyait le plus loin, etc. Donc là-dessus, ma génération, on a été formé par les copains les plus anciens dans l'idée que des gens de la taille de Bartha, ça s'encontrait pas tous les jours. D'ailleurs, les camarades qui ont recréé le groupe en 56, leur espoir, c'était de remettre Bartha en activité, en se disant il a peut-être pas le courage de tout reprendre à zéro, mais si on lui amène des jeunes, etc. Pendant longtemps, on a eu... Moi, pas du tout. La seule fois que j'ai vu Bartha, c'était de dos dans la rue. Alors, on m'a dit, tiens, c'est Bartha. Donc, pendant des années, jusqu'au début des années 60, il y avait l'idée que Bartha reviendrait peut-être à l'activité. Et je me souviens d'un des camarades qui avait le contact avec Bartha, qui pensait que c'était possible, nous disant vous allez, si Bartha revient, vous allez voir ce que c'est qu'un militant politique. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation, Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Jean-Richard Dufour et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.